Mais j'ai pas envie de me réveiller à 40 ou à 50 ans et puis me dire je suis restée dans ma zone de confort toute ma vie et puis j'ai élevé ce petit rêve en moi que j'ai pas exploré et ça tu vois, donc je me suis dit ok, un échec très bien, et puis j'ai eu la chance d'être entourée, tu vois, d'entrepreneurs qui m'ont orienté ma route, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont boosté et puis qui m'ont dit en fait c'est normal l'échec, tu vois. Bonjour Lorraine. Bonjour Audrey. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast Décideur News. Merci de me recevoir, je suis ravie également. Alors on va parler de ton parcours, de ton actualité. Alors tu as commencé une brillante carrière chez Natixis dans la finance, la gestion de patrimoine, et ensuite tu as basculé en fait dans le monde de l'immobilier, mais cette fois-ci dans l'entrepreneuriat. Donc exactement. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé de direction professionnelle ? Alors, effectivement, j'ai changé de direction, de voie en 2018, après quelques années en banque privée chez Natixis, en gestion de fortune. J'ai toujours baigné dans un environnement d'entrepreneur. Ma famille, mon père étant entrepreneur dans l'immobilier. Donc, j'ai beaucoup baigné dedans aussi étant petite. Et de par, en fait, mes fonctions quand j'étais banquière, j'avais beaucoup de clients également qui étaient des entrepreneurs brillants et qui m'ont beaucoup inspirée. Et j'ai eu envie de passer moi aussi de l'autre côté de la barrière, je veux dire. J'avais, tu vois, cette impression quand t'es en rendez-vous client et d'être du mauvais côté. Et je me suis toujours... j'avais une petite voix en moi qui me disait un jour... voilà, tu monteras aussi ton entreprise le jour où t'as la bonne idée. Et je m'intéressais pas mal au monde des entrepreneurs côté fonds d'investissement. Donc je voulais faire peut-être, pourquoi pas, un passage en fonds. Et puis le hasard des choses et de la vie a bien fait son travail. Puisqu'en 2018, je me suis retrouvée confrontée à un sujet de colocation. Donc j'ai fait en colocation à Paris avec une de mes amies, et puis en discutant un peu de nos problématiques communes de logement avec mon meilleur ami Alex, on s'est retrouvés autour d'une idée qui nous a tout de suite passionnés, qui était la création de Woomies, en fait, de créer un Tinder de la coloc, donc une application mobile qui allait combiner à la fois le matching entre personnes et la recherche d'appartements. Parce que, ayant vécu, lui comme moi, dans différentes villes, que ce soit en France ou à l'étranger, on s'est retrouvés en se disant, finalement, le problème du logement, c'est un peu le même partout, dans les grandes villes. Les logements sont chers, et quand tu vis en colocation, très difficile de trouver les bonnes personnes avec lesquelles partager ton toit. Donc ça a fait le déclic, si tu veux. Oui. Ça me fait penser à la série Friends. C'est complètement inspiré de Friends, puisque d'ailleurs on avait un chatbot dans l'application qui accueillait les utilisateurs, qui s'appelait Chandler. Génial. Donc si tu veux, on avait vraiment cet univers coloc, et on avait envie de faire bouger les lignes, et on s'est rendu compte qu'à l'époque, et toujours d'ailleurs, c'est un marché compliqué, mais il y avait peu d'outils digitaux qui permettaient de faciliter le parcours de location et surtout les rencontres entre colocataires. Et donc on est parti autour de cette bonne idée qui nous a tout de suite passionnés. J'ai quitté mon job après quelques mois où on travaillait le soir, les week-ends, etc. Et Alex, qui lui venait du monde digital, m'a apporté ça aussi, parce que moi c'était un univers que je découvrais. Même étant passionnée d'innovation, de tech, etc., j'avais jamais passé ce cap-là. Puis j'étais jeune, j'avais quand même 26 ans. Et puis, tout s'est enchaîné. On a construit cette société qui était une start-up, Woomies, ensemble pendant 5 ans, qu'on a développé en France, dans une vingtaine de villes, à Londres aussi, parce qu'il y a des grosses problématiques de logement à Londres, et on avait envie d'apprendre aussi d'un marché plus mature. Et puis, pendant le Covid... tu vois, je parle de ça, donc 2018, on a développé l'application, la communauté, etc. Et puis le Covid est arrivé au moment où on était en train de monétiser, tu vois, et de déployer notre modèle économique auprès de grands groupes de résidences étudiantes, de co-living, etc., signer nos premiers clients. Et puis le Covid nous a beaucoup ralenti dans notre croissance. Et on a dû faire face à aussi des erreurs de jeunesse, tu vois, l'esprit marketplace aux États-Unis, tu vois, qui voit beaucoup plus vite les startups en B2C, donc grand public, qu'elles se développent
bien aux États-Unis parce qu'elles étaient bien financées, etc. Ce qui n'était pas forcément notre cas en France. Et on a notre modèle économique structurellement qui est basé sur du volume de réservation de logements. Et il fallait qu'on investisse, qu'on se finance aussi avec des partenaires. On a eu la chance d'avoir de très bons partenaires financiers, des business angels qui nous ont accompagnés. Et puis la marche d'après, elle a été très difficile à prendre après le Covid qui nous avait vraiment, évidemment, puisque personne ne pouvait déménager pendant le Covid, donc tout le marché s'est arrêté. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de difficultés de monétisation, de rentabilité du modèle. Et puis on a enchaîné pas mal de galères, je dois dire. Et l'aventure, on a dû s'arrêter en 2022, mi-2022, après 5 ans d'activité, 350 000 personnes quand même au sein de la communauté Woomies. Donc on avait une très belle communauté, on avait une super plateforme et on avait beaucoup de mal à gagner suffisamment d'argent pour en vivre. Et on a dû prendre la décision difficile d'arrêter suite à une levée de fonds qui avait pas pu se faire et une vente surtout qui a été avortée. Donc on a joué de malchance, mais on a appris énormément de choses honnêtement en 5 ans, évidemment. Et justement, quelle est l'erreur qui t'a vraiment en fait aidé au final, où t'as le plus appris, qui t'a servi pour la suite? Alors, il y en a plusieurs, mais je dirais que évidemment, quand on monte, il y a eu une période où tout le monde parlait des startups, tu sais, avec... t'as ce côté assez qui fait rêver, le rêve, etc. Évidemment, tu vois, quand t'es entrepreneur, il faut être passionné, il faut suivre tes rêves, parce que sinon, c'est tellement dur, en fait, l'entrepreneuriat, que si t'es pas passionné par ton sujet, tu peux pas te lancer. Donc évidemment, il y a une part de rêve, mais il y a une part de pragmatisme quand même, tu vois, que souvent... on a pu oublier dans le passé où les périodes de levée de fonds, t'as l'impression que tu avais besoin d'être une start-up, d'être dans un incubateur un peu prestigieux, etc. Et puis que l'argent allait être levé. Il y a eu une certaine hype, si tu veux, dans ce monde des start-up. En réalité, le pragmatisme de l'entrepreneur, c'est d'abord d'avoir un modèle qui te permet d'en vivre avec des clients qui sont prêts à payer pour ton service. Et donc ça, c'est la leçon numéro 1, c'est-à-dire tester son marché le plus vite possible et savoir qui sont tes clients, comment t'ajustes ton business model. Ça, je dois dire qu'effectivement, nous, on était des jeunes entrepreneurs et on a pensé d'abord produit pour créer quelque chose d'innovant, ensuite communauté et ensuite monétisation. En fait, à l'américaine, on s'est dit, on va être gros et le volume nous amènera un peu à une monétisation plus future. Donc ça, c'est une grosse erreur, mais qui nous a appris plein de choses et que je referai absolument pas aujourd'hui, ce qui est avec l'expérience. Je dirais que c'est ça la leçon numéro 1, c'est évidemment savoir rêver, mais avec pragmatisme économique pour ta société, évidemment. Ok. Et donc du coup, après, vous avez rebondi, après la fermeture de ta première start-up. Exactement, assez rapidement d'ailleurs, parce que moi je suis quelqu'un qui vit sous beaucoup de j'ai toujours été élevée en me disant en fait, si tu tombes, tu te relèves et tu vas de l'avant. Et même si c'est difficile, évidemment, il y a toujours plus grave, mais évidemment, un échec d'une société, c'est extrêmement difficile à encaisser pour un entrepreneur parce que tu as dédié 5 ans de ta vie, et beaucoup d'énergie, tu as donné beaucoup pour construire ça. Et donc, c'est difficile, mais en même temps, moi, je me voyais pas revenir dans le monde de l'entreprise. J'ai appris énormément de choses, tu vois, en étant en banque privée chez Natixis. J'ai eu des clients exceptionnels, une équipe exceptionnelle. J'ai été formée à une certaine forme d'excellence, tu vois. Mais en même temps, le monde du corporate, pour moi, j'arrivais pas à m'exprimer parce que je suis quelqu'un de créatif, j'ai besoin d'entreprendre, j'ai besoin de créer, et je trouve que c'était en tout cas un environnement qui ne me correspondait pas parce que j'arrivais pas à m'exprimer suffisamment dans ma créativité. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais partie de la banque pour créer ma société. Et puis après, à la fin de Woomies, j'avais pas du tout envie de repartir dans ce monde corporate.
Donc je me suis dit, il faut que je trouve des moyens de continuer et de remonter quelque chose, malgré le fait que tu as investi de l'argent que tu as perdu, parce que c'est aussi des sacrifices quand tu es entrepreneur, tu prends des risques. Évidemment, donc j'étais très bien payée. L'avantage de la banque, c'est que tu es très bien payée en finance, etc. Et tu as une forme de confort, évidemment. Et tu aimes prendre des risques. Ouais, je pense que je suis assez aventurière. Je suis assez aventurière dans l'âme, en fait. J'aime explorer et je trouve que en étant jeune, voilà, c'est aussi le moment où il faut le faire. Et je pense que... et je le regrette pas du tout, et au contraire, tu vois, je suis toujours dans cette logique de me dire, est-ce que tu vas le regretter si tu le fais pas? Et ça, c'était vraiment, et je l'ai entendu trop de fois, en fait. J'ai entendu trop de fois, même des gens avec qui je travaillais, me dire, il y a 10 ans, j'ai eu cette idée-là, il y a 15 ans, j'aurais dû me lancer. C'est vrai qu'on l'entend tout le temps, ça. On l'entend toujours. De personnes, oui. Et tu vois, ça, je l'ai trop entendu et ça m'a un peu traumatisée. Je me suis dit, mais j'ai pas envie de me réveiller à 40 ou à 50 ans et puis me dire je suis restée dans ma zone de confort toute ma vie et puis j'ai élevé ce petit rêve en moi que j'ai pas exploré, et ça tu vois, donc je me suis dit ok, un échec, très bien. Et puis j'ai eu la chance d'être entourée, tu vois, d'entrepreneurs qui ont orienté ma route, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont boosté. Et puis qui m'ont dit, en fait, c'est normal l'échec, tu vois. Moi, avant de réussir ma boîte, j'en ai planté 5, 6, 7. Et il n'y a pas un entrepreneur aujourd'hui qui réussit sans être passé par là, et ses difficultés, etc. C'est ce qui te rend meilleur. Et ça, à force de me le répéter, c'est vrai que ça m'a aussi redonné du courage pour me dire, ok, c'est vrai que tout ce que j'ai appris, et j'en ai appris beaucoup, j'ai rencontré des gens exceptionnels, et cette expérience, j'ai envie de la mettre à profit pour autre chose. Et puis j'avais mes 2 expériences, en fait, la banque, en tant que j'aime l'investissement, j'ai toujours baigné là-dedans, j'ai eu des super clients, et puis l'immobilier, c'est aussi mon monde, et puis là, l'innovation. Et en fait, de là, on est arrivé sur cette deuxième étape de société, qui était de créer Blocks. Blocks, qui était une plateforme d'investissement immobilier qui alliait à la fois mes 3 passions, finalement, tu vois. Enfin, mes 3 domaines de prédilection, c'est-à-dire la gestion, enfin l'investissement, l'immobilier et l'innovation, parce qu'on propose une manière différente d'investir en immobilier. Ok, très bien. Et ensuite, c'est devenu donc... c'est devenu Capi. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est, tu vois, une vraie leçon. Et ce que... Alors, c'est pas facile quand tu le vis, parce que tu te confrontes toujours à des obstacles. Donc, tu vas créer une société, tu vas te dire, ok, ce que je fais, c'est génial, je suis vachement convaincue que ça va marcher. Et ça marche, mais en même temps, ça marche pas comme tu aimerais que ça marche. Et donc, tu es toujours en process d'ajustement permanent. Donc c'est ça qui est, tu vois, le job de l'entrepreneur, c'est de savoir s'adapter. Oui, ça demande vraiment une grande force d'adaptation, quoi. D'analyse. Et puis en fait, faut pas avoir... et quand tu t'es pris un premier mur dans la figure, t'essayes toujours de prendre plus... Pour la deuxième société, t'as beaucoup plus de recul, déjà sur toi. Et donc ça te permet d'avoir... tu vois, d'analyser plus vite ce qui va pas, les forces, les faiblesses du modèle, et assez rapidement, si tu veux, après Blocks, avec mon associé Olivier, avec Jérôme Chabin, tu vois, qui est mon mentor, et notre associé aussi aujourd'hui, qui est un entrepreneur exceptionnel, et qui m'a beaucoup guidée aussi, qui dans mes choix, depuis Natixis d'ailleurs, qui était mon client. Et si tu veux, ce pivot, on a fait ce choix qui est assez fort, de pivoter, donc de changer complètement le modèle. Donc on a gardé la même société, on s'est dit ok, ce qu'on a fait, c'est bien, mais on peut faire mieux. Et donc et on n'est pas tout à fait aligné avec encore les forces de notre réseau. On a la chance d'avoir un écosystème de professionnels de l'immobilier, d'entrepreneurs exceptionnels autour de nous, et vraiment un réseau de gens de qualité. Moi, j'ai toujours baigné dans cette excellence, tu vois, du produit d'investissement que tu vends en banque privée. Et puis, on s'est dit, comment on peut arriver à rendre un peu plus accessible des projets immobiliers qui sont souvent d'envergure, des gros projets immobiliers qui sont traités avec des entre professionnels.
Et les portes sont souvent assez fermées pour rentrer sur ces deals-là. Je te parle de, je sais pas, une acquisition d'un immeuble entier à Paris à plusieurs dizaines de millions d'euros. Un hôtel à à 20, 30, 50 millions d'euros. Plusieurs appartements de luxe, tu vois, des sujets qui vont se traiter soit en gestion de fortune, pour des clients de gestion de fortune, soit entre professionnels, etc. Et finalement, un investisseur privé qui a de l'argent à placer, mais qui n'a pas forcément le réseau, le temps ou les moyens de mettre tout sur un même actif, etc. Nous, l'idée de Capi, c'est vraiment de proposer des investissements clés en main qui sont sélectionnés, qu'on va sélectionner avec mon associé Olivier Gérard, qui est un grand professionnel de l'investissement immobilier. Ça fait 30 ans qu'il baigne dans ce milieu-là. Il a dirigé des grandes maisons, etc., d'investissement. Et donc, on sélectionne des investissements immobiliers un peu hors normes, tu vois, qui sortent de l'ordinaire, qui sont traités vraiment par des professionnels de haut niveau. Et on propose à des investisseurs qui sont des membres du club de co-investir, donc investir à plusieurs, à partir de 20 000 euros jusqu'à plusieurs millions d'euros pour certains, dans des opérations qu'on sélectionne et qui leur permettent de rentrer aux mêmes conditions, si tu veux, d'être associés dans l'opération aux mêmes conditions qu'un professionnel de confiance qu'on va sélectionner. Donc ça, c'est la première, ça c'est le vrai sujet de Capi aujourd'hui, c'est de permettre de créer un pont entre le monde des investisseurs professionnels et des investissements de haut vol et des investisseurs privés qui veulent co-investir dans des deals immobiliers. Et le deuxième sujet, c'est d'animer cette communauté parce que on est un club d'investissement, mais quelque part un peu nouvelle génération, tu vois, pas comme tu peux imaginer le club d'affaires en costume cravate, voilà, où on organise des événements où finalement les gens s'embêtent un peu, quoi. L'idée, c'est vraiment d'animer une communauté d'investisseurs autour d'événements, à travers des événements qui vont être des dîners privés. En petit comité, on est une vingtaine, on fait une expérience assez exclusive. Et là, les investisseurs peuvent vraiment se rencontrer. On invite un invité d'honneur qui est un gros investisseur, souvent immobilier, qui raconte son parcours. Et ça crée vraiment du lien humain, en fait, parce que le cœur réel, qui, moi, me passionne et qui me fait lever le matin, si tu veux, c'est finalement d'animer ces relations humaines, de créer des relations, de fédérer une communauté, d'être proche, tu vois, de nos membres. Donc, on a une centaine de membres aujourd'hui qui vont être des entrepreneurs. On a un ADN entrepreneurial très fort. Donc, on a beaucoup d'entrepreneurs. On a des sportifs. Oui, c'est ça. Quel est le profil des personnes? Ouais, tu poses la question. Donc, effectivement, il y a différents profils, tu vois, en termes d'âge. Ça va de 25 à 65 ans, je dirais. Donc, on a un peu tous les profils, tous les âges. Et en termes de profil, c'est assez différent dans le sens où on a... c'est assez riche. On a donc je te disais, beaucoup d'entrepreneurs. Donc, certains qui sont encore en activité, évidemment. D'autres qui ont vendu leur société et qui sont dans une logique de réinvestissement aujourd'hui patrimonial. On a donc des sportifs, beaucoup. Le hasard des rencontres fait bien les choses. On a des joueurs de foot, on a des basketteurs, on a des boxeurs même. Enfin, on a vraiment... je trouve qu'entre les entrepreneurs et les sportifs, finalement, on a des valeurs assez communes. Donc, ça matche bien. Oui, parce qu'il y a vraiment une résilience, beaucoup de travail. C'est vrai que ça se ressemble, je suis d'accord, entre un grand sportif et un chef d'entreprise, un investisseur, où il y a quelque chose de similaire dans la personnalité. Je te le confirme. Et c'est vrai que c'est une discipline, l'entrepreneuriat. Tout à fait. C'est vraiment une discipline. Il faut être bien accroché, bien entraîné. Tu t'améliores avec le temps aussi, c'est quelque chose aussi. Je trouve que les performances d'un entrepreneur, pareil, la courbe de progression, elle est assez impressionnante. Mais effectivement, c'est des valeurs de résilience, valeurs de collectif aussi, parce que t'entreprends pas seul. Moi, j'ai la chance d'être bien entourée. Et justement, ton entourage, est-ce qu'il a changé au fil de tes projets, ou tu t'es toujours entouré des mêmes personnes? Changer, non, il évolue. Alors je dirais pas que justement
les vrais piliers, ils sont là depuis des années. Je parle de Jérôme Chabin, notamment, qui était mon client et qui est resté au fil des années vraiment un très fort pilier dans ma carrière et mes évolutions, échecs comme réussite. Et puis il y en a d'autres, évidemment. Alexandre, même, tu vois, qui était mon premier associé, il est encore associé avec moi aujourd'hui. Alors moi, c'est pas mon cofondateur, mais mon réseau, je dirais, proche, mon entourage, amis, famille. J'ai une forme de stabilité aujourd'hui qui me permet justement d'aller prendre ces risques, tu vois, aujourd'hui. Et c'est ça qui est aussi la clé. Et donc, mon environnement évolue parce que j'ai la chance de rencontrer tous les jours des gens hyper inspirants. Et à travers nos événements, tu vois, je te parlais des dîners, il y a des soirées aussi qu'on organise en format plus important. Ouais, c'est un vrai réseau. Et je trouve que c'est super riche, quoi. C'est vraiment un réseau. Capi, aujourd'hui, c'est vraiment un écosystème. C'est plus que, tu vois, une plateforme d'investissement ou un club. C'est vraiment nous, on a vocation à développer un réseau d'investisseurs immobiliers, et donc ça va être différents profils. Et à partir de quel montant, en fait, les investissements sont possibles? Il y a un ticket moyen, ça se Alors, passe le comment? ticket minimum est à 20 000 € aujourd'hui. Ok. Donc, on rend quand même accessible. Alors, tu me diras, c'est pas accessible à tous, mais aujourd'hui, c'est un choix stratégique qui nous permet de vraiment capitaliser sur l'excellence, tu vois, de notre réseau, des associés, tu vois, qui composent le tour de table, et puis des projets qu'on propose aussi aujourd'hui, des projets immobiliers. Et donc, ça nous assure aussi d'une certaine forme d'engagement et donc c'est un ticket qui reste entre guillemets assez accessible pour les gens qui ont un peu d'épargne, qui veulent diversifier et surtout accéder à des projets de qualité de manière clé en main. Parce que aujourd'hui, Capi, on est vraiment dans cette logique de clé en main. Tu n'as rien à faire. C'est pas toi qui vas regarder les travaux. C'est pas toi qui vas aller chercher la bonne affaire. Et d'ailleurs, toi, en tant que particulier, demain, si tu veux avoir un projet immobilier, non seulement ça va te coûter plus cher que 20 000 €, mais c'est surtout que tu vas pas avoir le réseau que vont avoir ces professionnels qui font ça toute la journée, qui se lèvent le matin pour aller chercher les bonnes affaires. Et c'est pas du tout la même logique de s'associer à un professionnel que de faire son projet tout seul dans son coin. Parce que déjà, ça te prend du temps et c'est pas les mêmes logiques de risque, etc. Et d'ailleurs, comment se constitue le réseau au fur et à mesure chez Capi? Écoute, on le construit, on est assez sélectif, tu vois, parce que c'est un club... comme on veut le construire sur le long terme, on a envie de s'assurer que les gens qui le composent soient des gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc on a cette logique d'adhésion annuelle dans laquelle tu postules. Nous, systématiquement, on échange avec les membres qui veulent nous rejoindre. Donc c'est un processus qui est pas ouvert à tous. Enfin, en fait, il est ouvert à tous, mais on veut échanger parce qu'on a envie d'être proche de nos membres. Tu vois, on est dans cette logique quand même de club assez premium, et on est vraiment dans cette logique d'accompagnement, d'échange. Donc on échange systématiquement en visio avec les personnes qui veulent nous rejoindre. D'accord. Et donc il y a une adhésion annuelle qui est à 2 500 € aujourd'hui dans le club, et puis qui te permet d'accéder vraiment à cet écosystème d'événements un peu sur mesure qu'on va continuer à déployer. Et on construit notre communauté, nous, là aujourd'hui, à travers nos propres réseaux. Donc, on anime, on publie, on communique. C'est aussi ça la force des nouveaux modèles d'investissement aujourd'hui, c'est qu'on peut communiquer via LinkedIn. Moi, c'est un peu ma plateforme LinkedIn, je communique pas mal de choses dessus. Et puis via notre propre média, le podcast sur l'investissement immobilier. Donc petit à petit, on se fait connaître, on porte notre voix. Et puis, on participe à des événements, à des conférences. Et on travaille également de plus en plus avec des réseaux de family office. Et puis là, je reboucle un petit peu avec mon ancien monde de la banque privée, puisqu'on travaille de plus en plus avec certaines banques privées qui s'intéressent à nos sujets d'investissement. Parce que la réelle force, encore une fois, c'est le réseau de professionnels qui nous ouvre la porte de très belles opérations immobilières. Et donc, on
on ouvre des possibilités assez intéressantes pour les investisseurs, à la fois des banques privées et qui nous rejoignent dans le club. Ah ouais, c'est top ça. Et mais du coup, alors en tant que femme, parce que c'est un milieu qui reste assez masculin, donc comment tu te sens dans ce milieu? Est-ce que tu trouves ta place? Alors écoute, il faut toujours se la créer, sa place, parce que tu as toujours au début le syndrome un peu de l'imposteur. Nous, en tant que femme, on est toujours ça. Et j'ai commencé en banque, j'avais le syndrome de l'imposteur. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat, la même chose. Et puis petit à petit, en fait, tu te rends compte que tu lèves aussi les plafonds de verre. Et enfin, tu vois, tout ça est très psychologique. Tu apprends à te faire confiance. Et c'est vrai que le monde de l'investissement, le monde de l'entrepreneuriat en général, est quand même assez masculin. C'est difficile d'entreprendre. Mais il y a numériquement, je crois qu'il y a dans la tech moins de 10% de femmes cofondatrices. Ah oui, c'est peu. Donc, tu vois, moi, j'ai toujours été dans des mondes, la tech et l'investissement. Donc, la tech, il y a peu de femmes. L'investissement, un peu plus, déjà. Immobilier, un peu plus. Mais c'est vrai que, tu vois, le sujet de l'argent, c'est encore un sujet qui est peu développé, tu vois, auprès du public féminin. Donc, si tu veux, on essaye de faire aussi bouger un peu les choses. Et donc moi je fais partie d'un club notamment de dirigeantes et d'entrepreneurs. Je suis associée à une femme assez incroyable qui s'appelle Sabrina Nabé. Et on fait des partenariats entre Capi et son club. On organise des petits déjeuners avec des thématiques sur investissement pour parler aux dirigeantes, pour parler aux entrepreneuses de son réseau, et puis des gens des femmes qui veulent investir. Pour aussi démocratiser, tu vois, parce que parfois on parle de chiffres, on en fait tout un... C'est vrai que ça peut paraître, quand t'as pas baigné dans ce monde-là, ça peut paraître un peu compliqué, ça peut faire peur. Et donc l'idée, c'est vraiment de lever le voile, tu vois, sur ces sujets, faire un peu d'éducation financière, et puis vraiment expliquer simplement... pourquoi l'investissement, c'est un levier de liberté, d'indépendance financière, pourquoi c'est important d'investir et de se sécuriser un patrimoine via l'immobilier. Et donc, il y a pas mal de sujets aujourd'hui qu'on traite. Et en fait, dans des environnements bienveillants entre femmes. Et donc, petit à petit, les choses évoluent. Et je pense que oui, il y a des places... il y a des femmes incroyables qui entreprennent dans ce milieu-là. Donc on essaye parfois de se regrouper et puis de créer des sujets de contenu aussi, tu vois, via le contenu, c'est super important parce que on peut partager énormément de connaissements aujourd'hui via la vidéo, les podcasts, et c'est un peu ce que j'essaye de faire avec mon podcast aussi. Et puis voilà, petit à petit, la pédagogie aide à la bonne compréhension des sujets d'investissement, et puis on passe le pas petit à petit sur ces sujets-là. Ouais, c'est formidable parce que c'est vrai que tout de suite, c'est des métiers, des milieux qu'on imagine très masculins, et c'est vrai que toute cette notion d'immobilier, d'investissement, peu de femmes, enfin en tout cas dans les médias justement, on l'en voit moins, donc c'est vraiment une bonne chose d'ouvrir à ça. Et je trouve que, tu vois, ayant la chance d'évoluer avec beaucoup d'experts, il y a énormément de... encore une fois, les valeurs, si tu veux, de Capi aujourd'hui, c'est des valeurs d'excellence, parce que j'ai toujours travaillé avec des experts extrêmement doués, des vrais professionnels de l'investissement, que ce soit en banque privée ou maintenant avec l'immobilier. Mais donc, il y a vraiment cette notion d'excellence et de partage à la fois. Ça rentre vraiment en compte dans notre mission collective. Tu vois, c'est d'accompagner pour que les gens puissent se former, comprendre. Et puis, moi, je me suis toujours formée auprès de grandes personnalités, d'entrepreneurs qui m'ont appris énormément de choses. Et ça fait partie, je pense, intrinsèquement de ce que j'ai envie de retransmettre aussi via Capi, via nos événements avec des experts, via des ateliers thématiques. Et je trouve que partager cette connaissance avec ce réseau d'experts, c'est très important. Et tu as des mentors, justement, des personnes qui t'ont vraiment inspiré ou qui t'inspirent encore beaucoup? Ah bah oui, bien sûr.
Moi, j'aime ma famille, elle m'inspire beaucoup. D'ailleurs, tu vois, je sais pas, les caractères de mes parents, les personnalités, ce sont des gens, voilà, qui ont toujours été tournés vers les autres aussi. Et donc, j'ai des bonnes valeurs ancrées de famille, je pense, qui m'aident beaucoup au quotidien, qui m'ont beaucoup inspirée. On s'en rend pas forcément compte, mais avec un peu de recul, on se dit quand même, c'est une chance. Et puis, autour de moi, j'ai effectivement, tu sais, on dit toujours, t'es la somme des personnes qui t'entourent. Des 5 personnes les plus proches. Exactement. Mais ce qui est vrai, c'est que à la fois mes amis et des gens avec lesquels je travaille, mes associés. Donc je parlais d'Olivier, je parlais de Jérôme Chabin, qui a réellement été un mentor et l'est toujours aujourd'hui, au-delà d'être mon associé. C'est des gens, voilà, je me dis, waouh, j'ai eu la chance de croiser leur route et ça m'a enrichi. Et mes amis aujourd'hui, tu vois, sont des sources d'inspiration pour moi dans différents domaines, hein, pas que entrepreneurs. Des gens avec des forces de caractère, tu vois. Qui avaient pas forcément toutes les cartes. Tu vois, j'ai aussi des amis vraiment avec des parcours assez différents, quoi. Ouais. Et donc, que tu sois né, alors j'ai grandi dans un environnement très privilégié et j'ai eu la chance, voilà, de manquer de rien non plus. Et puis, j'ai vu différents parcours de mes amis, et certains qui partaient de rien, d'autres qui partaient avec beaucoup. Et j'ai vu ce qu'ils en ont fait et c'est inspirant, tu vois, de voir dans différentes carrières, et en réalité, j'ai beaucoup de sources d'inspiration, beaucoup dans mon entourage et j'ai la chance de pouvoir continuer à le développer, donc c'est chouette. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est vrai que l'entourage, c'est énorme. Ah ben ouais, tu te rends compte que dans les bars, surtout dans les hauts, c'est génial de partager les bons moments avec tes associés, etc. Tu vois, mais dans les bars, quand ça va pas, c'est ça. C'est là où tu te rends compte que les vrais amis et les vraies personnes qui t'entourent, si tu veux, quand Womiz s'est arrêté, je m'attendais pas du tout à avoir autant de bienveillance et de messages de soutien. Enfin, en fait, moi, j'avais juste honte. Je me suis dit, oh là là, tout le monde va se dire, de toute façon, le modèle était pourri. Non, mais enfin, tu t'en fais tu vois, c'est le rapport à l'échec, il est difficile au niveau de ton ego, au niveau de plein de trucs. T'es hyper déçu de toi-même, en fait. C'est ça. Parce qu'en même temps, c'est un métier qui demande d'avoir de l'ego. Ouais. Et donc, c'est compliqué à gérer aussi en cas d'échec. Et tu te rends compte que moi, j'ai appris à être... et justement, l'entrepreneuriat t'apprend à assumer tes forces et tes faiblesses. Et plus tu es authentique et honnête avec toi-même, plus tu te rends compte que ton leadership s'affirme. Tu vois. Ah oui. Et c'est assez marrant comme évolution, en tout cas en ce qui me concerne. Oui. Moi qui étais quand même, on dirait pas, mais j'avais beaucoup moins, j'avais pas vraiment confiance en moi. Ah oui. Et puis petit à petit, grâce à tout ce qui s'est passé ces dernières années, l'expérience, ce que j'ai appris, et puis j'ai appris à me faire confiance, et puis à prendre... j'ai eu aussi d'autres choses, tu vois, qui se sont passées avec Blox. On a eu un sujet d'associé, une restructuration de société. Enfin, j'en ai vécu pas mal en peu de temps quand même. Et tout ça t'a appris ça aussi te forge. Sur toi, ouais. Ça te forge beaucoup. Et ça te force, en fait, à toujours prendre le recul et, en fait, d'être humble, déjà. Parce que même quand, tu vois, les gens qui m'inspirent le plus, souvent, les gens qui ont le plus réussi, c'est les gens les plus discrets ou les plus humbles. Enfin, pas tous, hein, mais en tout cas, ceux que j'ai la chance de fréquenter sont des gens extrêmement humbles, extrêmement accessibles. Et puis voilà. Et ceux qui parlent le plus, en général, c'est pas forcément... tu vois, c'est quelque chose... Il y a un truc qui est pas complètement... comble un vide, il y a quelque chose. Et c'est assez marrant quand tu vois les contenus sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je me dis, waouh, quel est le vrai du faux? Tu vois, il y a des producteurs de... On sait plus, sincèrement. Plus. Et moi, quand j'entends des gens de 25 ans qui fanfaronnent sur Instagram en disant qu'ils ont fait des millions en quelques mois et qui vont t'apprendre comment gagner 10 000 euros par mois sans rien faire en 2 minutes en achetant une formation,
je me dis, ça me fait un peu rire parce que non, l'entrepreneuriat, c'est du travail. Et les gens qui ont réellement réussi, il n'y en a pas un qui a acheté une formation et qui a... alors, je ne veux pas critiquer toutes les formations parce que en réalité, il y en a, et c'est une très bonne chose, la formation, mais il y a des formations de grande qualité, mais... Je vais le nuancer. Voilà. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est du travail. Oui, voilà. C'est ça. C'est-à-dire, on peut faire une formation, mais après, il faut beaucoup, beaucoup bosser, quoi. Non, voilà, il faut pas croire qu'on peut devenir milliardaire en claquant des doigts ou en achetant une formation. Ah oui, ça m'énerve un peu, tu vois. Ah oui, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant. Il y a énormément de publicité. Oui, deviens millionnaire à moins de 25 ans. Voilà. En 3 mois. Et puis, voilà, avec des voitures louées. C'est ça. Et tu te dis, bon, en fait, le mec, il a loué sa Lamborghini à 80 € les 20 minutes. Et puis après, il va dire qu'il va faire croire que c'est la sienne et qu'il a réussi dans la vie. Ouais. Enfin, moi, ça me fait vraiment marrer ce genre oui, de c'est ça, c'est qu'en plus, il n'y a pas du coup la valeur de travail et de persévérance qui est, comme tu dis, obligatoire pour réussir. Ouais. Ah, mais alors, peut-être qu'il y a des exceptions et tant mieux pour eux. Oui. Mais je te jure que je ne connais pas. Voilà, Guillaume, je vais te prendre un exemple. Guillaume Aubèche, c'est un de mes bons amis, associés aujourd'hui. Il m'inspire beaucoup aussi, tu vois, dans le lot des gens qui m'inspirent. Guillaume, c'est quelqu'un qui est parti de rien, avec un capital de 1 000 €. Aujourd'hui, sa société, Lemlist, elle est valorisée plus de 150 millions d'euros en quelques années de ça. Et puis, c'est une boîte ultra rentable, surtout. Il n'a jamais levé de fonds. Et puis, il a cru en lui quand personne... Enfin, il a toujours cru en lui. Ouais. Et c'est quelqu'un, voilà, il a travaillé. Il est ultra discipliné. Voilà, il ne s'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'il a fait, mais... C'est une vraie réussite pour moi. Et c'est des vrais modèles de réussite qui ne vont pas te dire voilà, que c'est facile. Enfin, ils te disent la vérité. J'aime l'authenticité, tu vois, et la franchise de ces entrepreneurs qui vont te dire voilà, l'envers du décor, c'est ça. Tu vois, c'est... Alors, voilà, il y a tout un tas de profils. Il y a autant de profils d'entrepreneurs et de réussites différentes, etc. Mais en réalité, tu vois, des personnalités comme Guillaume, comme Jérôme Chabin, comme Andrea Ben Saïd, des gens qui sont des entrepreneurs qui se sont construits à la force de leur travail et de leur discipline, de leur leadership. Et tu vois, ils se sont remis en question, toujours sur la route, etc. Ça, pour moi, ce sont des modèles d'entrepreneuriat avec des vraies valeurs. C'est les vraies valeurs, tu vois, pour moi, sur lesquelles il faut se guider, enfin, vraiment suivre, en tout cas. Oui, c'est ça, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat, un peu comme les grands sportifs, ça demande des grandes valeurs, beaucoup de discipline, avoir aussi, ce que tu disais, une vie privée aussi très stable. Ouais. Il y a besoin de beaucoup de stabilité parce qu'il y a tellement de hauts et de bas, de remise en question, etc. Donc, je te confirme, souvent c'est le chaos. L'entrepreneuriat, c'est les grands 8. Tu fais vraiment un ascenseur émotionnel. Une fois que tu es installé, je pense que voilà, mais dans les sujets innovants, quand tu explores un nouveau marché, etc., que tu es en levée de fonds, que tu passes par tout un tas de doutes, c'est super intense et émotionnellement. Moi, voilà, j'ai eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais évidemment, il faut être accroché. Il faut avoir un bon entourage pour pouvoir encaisser ses coups, parce qu'effectivement, moi qui suis quelqu'un qui vit, je fais jamais les choses à moitié. Donc quand j'y vais et que je décide d'y aller, j'accepte que je peux faire des erreurs, j'accepte évidemment de me tromper, même si t'as pas envie et que évidemment tu fais tout pour réussir. Mais en tout cas, si tu le fais intensément et que tu y vas à fond, il faut être capable de pouvoir se relever et avoir cette force de caractère. Je pense qu'il y a quand même une des traits... En réalité, pour moi, la qualité... on te dit d'ailleurs souvent qu'une des qualités principales d'un entrepreneur, c'est sa persévérance. Parce que, en réalité, tu peux tomber 9 fois et te relever la 10e, ça va être la bonne.
Mais il faut pouvoir. Il faut pouvoir. Il y en a beaucoup qui abandonnent en cours de route parce que c'est trop dur. Ouais. Et donc, la persévérance, quand tu crois dans ton projet, en toi aussi, très important, c'est ce qui te permet de te relever, d'avancer, etc. Et en fait, évidemment, il faut de la discipline, il faut de la résilience, parce que il faut être patient. Ça prend du temps de construire une boîte. Faut arrêter de dire qu'en 2 mois, le truc va exploser. Mais évidemment qu'on se souhaite ça quand tu crées ton entreprise. Mais toutes les les beaux succès, les belles entreprises sur le long terme, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est difficile parce qu'on est toujours impatient quand on est entrepreneur. Moi, la première. Je suis toujours hyper impatiente et j'apprends à être patiente parce que j'apprends à me dire, en fait, il faut construire parce que il faut avoir une vision long terme d'une entreprise qui crée de la valeur sur le long terme, qui est pérenne. Et il faut se dire que tu avances un pied devant l'autre. Oui. Et ça, c'est la grosse erreur de beaucoup d'entrepreneurs. On veut toujours aller plus vite que la musique. Oui, parce que en général, c'est des fonceurs, les entrepreneurs. Donc, ouais, mais tu ne faut pas confondre vitesse et précipitation, tu vois. Et c'est vraiment la leçon. C'est évidemment, il faut tester le plus vite possible. Il ne faut pas non plus s'endormir. Au contraire, moi, je dis toujours, il faut tester rapidement, échouer rapidement et avancer. Ça ne veut pas dire que chacun avance à son rythme. Tu peux aller vite, mais il faut vite se confronter au marché, ça c'est sûr et certain. Ce qu'on a fait avec Blox. Oui. Et on a vite décidé quand même de pivoter. Oui. Et puis ensuite, maintenant, on construit. Et on ajuste. Mais il ne faut pas confondre les deux. C'est pas parce que tu dois être patient sur le long terme, parce qu'il faut que tu construises quelque chose de solide et de stable, que tu dois pas aller te confronter à ton marché rapidement. Et est-ce que le fait que tu es un associé, est-ce que déjà c'est une obligation d'avoir un associé? Et quelle relation? Parce que c'est pas évident, il y a tellement d'émotions, peut-être d'attentes. Alors moi j'ai la chance aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas dans Blox, mais d'être avec Olivier, Gérard et Olivier, Jérôme et nos autres associés. J'ai des gens qui sont impliqués dans le projet sans l'être opérationnellement, mais des super associés et amis et des gens de l'immobilier. Enfin, il y a une bonne complémentarité d'expertise, de compétences immobilières, entrepreneuriales avec mes associés. Mais en tout cas, Olivier et moi, qui sommes les cofondateurs de Capi, aujourd'hui, on s'équilibre bien, à la fois dans nos caractères. Moi, je suis une fonceuse et lui, il est très... comment dire, c'est plus un diesel, tu vois. Dans la logique, c'est la force tranquille, Olivier. Et c'est très bien parce qu'on s'équilibre bien. Il a un réseau. C'est quelqu'un du monde immobilier. Souvent, l'immobilier, ça va moins vite que nous dans la tech où on a tendance à aller... avec la plateforme, parce que il faut le dire aussi... Capi, on innove aussi via notre plateforme, puisqu'on permet d'investir en quelques clics. On ne fait pas à l'ancienne, tu vois, les bulletins de souscription, etc. Tout est digitalisé. Et ça aussi, c'est une des forces du modèle et qui le rend assez unique. Enfin, aujourd'hui, il y a d'autres plateformes, mais au milieu de tout ça, on a quand même cette partie d'investissement digitalisée qui permet aux membres d'investir. Mais pour revenir à ton sujet sur les associés, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment, je pense, en tout cas, moi, dans l'ambition de mon projet, c'est une force. En tout cas, pour moi, c'est une vraie force d'être entouré, d'avoir ces associés-là. Parce que tu as trouvé aussi les bons associés. Aujourd'hui, ouais. Tu vois, il y a un de nos associés fondateurs avec lesquels on était initialement associés dans Blox, qui est parti de l'aventure, qui a quitté l'aventure. Et on a récupéré ses parts avec Olivier. Donc ça se passe pas toujours bien. Et c'est très important justement d'être aligné sur les valeurs. Tu vois, et j'ai passé 5 ans associée avec mon meilleur ami, qui est encore mon meilleur ami aujourd'hui. Et Alex, on a vécu... ça n'a pas toujours été tout rose, parce que tu passes énormément de temps sur toute ta première société.
t'as tendance à avoir un déséquilibre assez important entre ta vie perso et ta vie pro quand c'est ta première boîte. Tu rééquilibres un peu après. Un peu plus posé, un peu plus... tu vis les choses un peu moins intensément, tu vois, que les premières années avec le feu de ta première boîte. Mais en réalité, effectivement, tu vois, je trouve que quand t'as le bon associé, c'est une énorme force parce que mentalement, c'est important de pouvoir échanger. Bien sûr, de brainstormer. Exactement. C'est super important. Alors, et quand t'as pas le bon associé, ça devient très très compliqué. Oui. Donc je préfère effectivement, moi ce que je dis, faut pas trouver un associé à tout prix pour être associé avec quelqu'un. Il faut prendre le temps. J'aurais préféré monter un projet seul, ça aurait peut-être pas été celui-là, qu'avec le mauvais associé, parce que ça peut vite te bouffer, ça peut vite vraiment envenimer ton quotidien, tout simplement. Et c'est un peu comme dans tout, tes relations de travail, tes relations amoureuses. Donc, quand t'es avec quelqu'un avec qui t'as vraiment fondamentalement des divergences de valeurs, de points de vue, etc., et que t'es pas super aligné, ça peut vite dégénérer. Donc, c'est important d'avoir des gens, en tout cas à minima, qui partagent tes valeurs et je pense ça apporte énormément en fait l'humain c'est essentiel en fait moi c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, c'est ce qui me passionne en réalité dans le fait de monter un club, c'est l'humain, c'est comment tu t'enrichis, comment tu progresses avec l'apport des autres et vice versa, parce que tu vois aujourd'hui maintenant, j'adore partager aussi avec d'autres jeunes, plus jeunes. Alors, je suis pas vieille, mais bon, quand même. Tu vois, j'aime bien aider aussi les d'autres parce que je me suis retrouvée dans cette situation quand j'avais 26 ans. Et que tu débutes dans l'entrepreneuriat, tu sais rien. Donc, il y a des gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont élevé, appris des choses, etc. Et ça, je trouve ça passionnant de pouvoir aussi, à mon humble niveau, essayer d'aider, tu vois, et de mentorer. Tu vois, je mentore des étudiants de Dauphine qui sont entrepreneurs. Et je trouve ça génial de les voir évoluer dans leurs projets. Et puis, si ça peut les aider comme moi, on m'a aidé et puis qu'on continue à m'aider tous les jours, je trouve que c'est ça qui est une aventure. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est plus une aventure de vie aujourd'hui aussi. Et du coup, alors cette aventure, quelles vont être les actualités pour Capi.club Écoute, on a des belles actualités sur Capi. Donc, comme je te le disais en intro, on a financé une très belle opération déjà immobilière en co-investissement avec un grand groupe immobilier qui s'appelle le groupe BMF. Donc, c'est une opération de 23 millions d'euros à Paris. On vient d'en lancer une deuxième. Donc, on en a d'autres dans le pipe, mais... on a un très beau club deal. Donc, club deal, c'est vraiment l'investissement à plusieurs, de villas, de luxe sur la Côte d'Azur. Donc là, on change, on donne un petit air de vacances avant l'heure. C'est ça. Donc là, on est au bord de la mer à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cannes, Mougins. Et donc, sur un portefeuille de 4 villas, donc 23 millions d'euros de valorisation globale. Donc, ça commence à faire des beaux montants aussi. Et on permet à nos investisseurs de co-investir dans cette opération-là, qui est une opération de marchand de biens sur 2 ans. Voilà, donc là, c'est l'actualité du moment qui rencontre beaucoup d'intérêt auprès de nos membres. On a des soirées du club qui arrivent au mois de juin. Et puis d'autres sujets d'investissement très intéressants. Et notre enjeu, ça va être de continuer à consolider notre communauté d'investisseurs actuels, de la grossir au fur et à mesure, mais pas, tu vois, on est vraiment dans une logique de qualité. Donc, on ne veut pas aller non plus sur des volumes trop importants de membres, parce qu'on a envie de garder cette logique d'excellence, tu vois, un peu sur mesure, et de haut de gamme, parce qu'on est vraiment sur ce créneau-là. Et puis, d'autres projets, que ce soit en France ou à l'international aussi, je dirais pas dans les quelques mois à venir, on regarde des dossiers assez intéressants pour permettre de déployer. Là, on est dans une phase réellement de consolidation avant d'accélérer sur d'autres sujets
mais de belles ambitions en tout cas sur des projets d'investissement en France et à l'international. Wow, bon super. Je te remercie beaucoup Lorraine. Merci à toi Audrey, c'était un plaisir. Écoutez, plaisir partagé. Trop bien, merci. Merci, au revoir.